Aujourd'hui, on accueille quelqu'un hors du commun. Pourquoi? Parce qu'il a été présent sur la télévision pendant près de 7 mois. 7 mois, jour pour jour. C'est peut-être anodin pour certains, mais pour d'autres, ça veut dire beaucoup. Je vous présente Cyprien. Bonjour Nicolas. Bonjour Cyprien. Merci pour l'invitation, c'est adorable de ta part. Ça me fait très plaisir. Non, non, et puis vu que tu gères un compte, enfin, les gens savent peut-être que tu gères un compte qui s'appelle Les Étoiles de Midi. Ouais. Et c'est un compte qui a été très attentif à mon parcours et donc ça me paraissait naturel de venir ici. Il fait de la musique, mais pas que. Il répond à des questions et ça, on va le découvrir maintenant. C'est parti pour l'interview avec Cyprien. Est-ce que tu te souviens précisément du moment où tu t'es inscrit à l'émission? Précisément, non. Mais je me souviens très bien pourquoi je me suis inscrit. On était un soir, il était 23 h minuit, je m'ennuyais parce que j'arrivais pas à dormir et je me suis rappelé d'abord que je regardais les 12 coups quand j'étais assez petit, donc quand ça a commencé dans les années 2010-2011. Et ensuite, que j'avais déjà participé à un jeu télé qui s'appelait Les Cerveaux en 2017 ou 2016, je me souviens plus. Mais ça avait été diffusé sur TF1 aussi, ça avait été, j'étais allé jusqu'en finale. C'était pas avec Laurence Boccolini? Exactement, oui, très bien renseigné. Et je me suis souvenu de ça et je me suis dit, bah tiens, ce serait marrant que je participe aux 12 coups. C'est une émission que j'aimais beaucoup et à laquelle j'aurais aimé participer quand j'étais un peu plus jeune. Et il fallait avoir 18 ans, donc maintenant j'avais dépassé 18 ans et c'était peut-être le moment d'y aller. Je crois que je ne me suis pas trompé. Puis je peux vous dire une chose, c'est que c'est hyper important parce que en ce qui me concerne, j'ai aussi participé au 12 Comédie. Pour moi, c'était jusqu'à la finale, mais je peux sentir ce que ça fait, le fait d'être candidat, de vivre cette expérience télé, parce que on a des caméras un peu partout, on a quelqu'un qui nous présente une émission, mais on se demande, bah j'ai jamais fait ça, et comment on peut faire pour réussir, c'est toujours assez puissant la première fois. C'est ça, et puis j'ai été à la sélection qui était à 300 mètres de mon conservatoire. Donc c'était un mercredi après-midi en plus. Donc je m'étais dit, bon, c'est pas grave, j'aurai pas de salle pour réviser de toute façon à ce moment-là. Ce sera pas du temps perdu, j'irai, c'est marrant. Sauf que là, on est en septembre 2024. En septembre 2024. Donc je passe les sélections, ça se passe bien, je suis pris. Et je tourne ma première émission en juillet 2025. De toute façon, elles sont faites par rapport aux actualités du moment, par rapport au printemps, à l'été, au carnaval, à Noël, tout ça, c'est fait. On suit un peu l'année en différé. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, on avait beaucoup tourné parce que Jean-Luc tourne Léo Mattei généralement de septembre à novembre. Donc, on avait beaucoup avancé sur les émissions qui allaient jusqu'à Noël. Donc, on était encore en septembre, la rentrée était à peine commencée et on était déjà en train de parler de Noël. C'était assez marrant. Tu pensais rester combien de temps? Je suis très honnête quand je dis que je n'étais pas venu pour gagner parce que c'est une émission, quand on la connaît et quand on la regarde, on sait que les questions sont parfois arbitraires. Et que j'en parlais avec Xavier qui m'avait dit une chose intéressante, c'est à la fois l'émission la plus facile de la télé et à la fois l'émission la plus difficile en termes de questions. Parce que tu peux avoir des questions qui sont vraiment, les jeunes diraient tapines, c'est pas très compliqué quoi, et des questions qui sont monstrueuses en termes de connaissances. Bah, Xavier y répond très bien d'ailleurs. Et vu que je ne savais pas comment ça allait se passer pour moi, je m'étais vraiment dit, je vais en faire une, ce sera marrant. Je partirai avec une doudoune ou un spa, ce serait génial. Mais je ne m'étais pas du tout dit que j'allais devenir maître de midi. Et, euh, et au fur et à mesure, déjà, enfin, j'ai des photos sur mon téléphone. La première émission, je suis comme un kéké, ça me fait beaucoup rire d'être sur le plateau. Et une photo de moi après la cinquième, parce qu'on en fait 5 par jour. Juste, j'étais dans un autre monde, parce Ouais. que je n'avais pas du tout prévu. Déjà, en plus, l'étoile est tombée très vite dans mon Ouais. cas. Donc c'était un monde, enfin, c'était un changement de paradigme qui était énorme. Et, euh, et non, si je m'étais dit je vais en faire 30, je vais en faire 50, je vais en faire 100, j'aurais jamais tenu, je pense. Une chose à voir aussi, c'est la longévité. 7 mois quand même. 7 mois tout pile, ouais. 7 mois. Et on va aussi évoquer ce fameux départ parce que concrètement, on peut se le dire, tu aurais pu rester 8 mois, 9 mois, un an. Bah on saura jamais. Voilà, on ne saura jamais. Mais en termes de en termes de longévité, c'est énorme. Est-ce que tu t'es dit à un moment, ok, là, ça devient vraiment sérieux? Euh, je me suis dit que ça devenait sérieux. Bon, on a tous des petits repères un peu bêtes. Moi, mon repère bête, c'est la page Wikipédia de Mhm. ce coup de midi. Et
C'est un top 40 des plus grands maîtres de midi, et je me suis dit, waouh, la 40e, c'était Blandine à ce moment-là. La 40e était à 30 participations, quelque chose comme ça. Donc, il y a eu d'abord la carotte des 30 participations. Ensuite, quand je les ai dépassés, j'avais envie d'être encore un peu plus loin. Ensuite, il y a eu évidemment Alexandre Xavier, Ouais. qui étaient un peu les motards. C'est peut-être une surprise. Je sors de cours à l'heure, donc vraiment, je suis en... C'est peut-être une surprise. Ça va? On se voit en avance. Eh oui, là on était censé se voir demain. Bah justement, Tranquille? ça va et toi? Bah ouais, nickel. Je vous présente le fameux Tofu Léo qui a été avec Cyprien candidat. Éliminé par Cyprien, les gars. Éliminé par moi. C'est Éliminé par fou, hein. Phobos. Je suis désolé parce que c'est très drôle. franchement c'est une C'est drôle, il surprise. faut lui trouver une chaise maintenant. Il va nous en parler, mais Léo, qu'on appelle le Tofu, et sur les réseaux, a été aussi dans l'émission. Il a participé en tant que candidat, donc ça fait quand même 3 candidats dans la même vidéo. C'est quand même dingue ça. Et puis donc voilà, c'est top. Et puis il a accompagné Cyprien. En ce qui me concerne, j'ai été dans le public à certaines émissions, mais pour Léo, il a pu encourager. Il t'a même fait une surprise pour. C'était pas pendant une étoile mystérieuse, mais il y a une émission où tu descends de l'escalier et bam, t'as Mais Léo oui, qui est derrière. Léo, c'est un as des surprises. Il est très Ouais, fort à ça. Non, Léo, il a été très important. C'est aussi parce que, puisqu'on parlait du premier jour de tournage, Léo est arrivé sur la 5e émission de la journée, et c'est l'émission où j'ai gagné ma première étoile. Ouais. Donc pour moi, évidemment, c'est une émission qui déjà a une valeur symbolique assez forte. Et en plus, c'était la première fois que je sortais des studios et que je me disais, ok, je vais revenir demain, je garde ma gauche, je garde les gens, j'y reste. Et ça a été l'occasion de discuter avec Léo, parce qu'on discute toujours un tout petit peu avec les candidats en fin de journée. Parce que sinon, les émissions s'enchaînent, c'est un peu difficile de parler avec tout le monde et de prendre soin de tous les candidats qui passent. Mais j'essaye quand même de discuter. Et on a pu discuter, on a très vite sympathisé. Et j'ai été vraiment content de voir qu'il est resté aussi longtemps et qu'il a continué à me soutenir dans ce truc-là. Et en même temps qu'on devenait amis aussi dans la vie réelle. Bon alors, concrètement, il va falloir qu'on parle d'une chose, les tournages. Comment ça se passe? Imaginons, tu es devant le plateau devant le studio. D'abord, devant le plateau, t'arrives, comment ça se passe? Alors, plateau 1 Studio 107, bien sûr, à la Plaine Saint-Denis. Comment ça se passe? Bah écoute, la spécificité des maîtres de midi, c'est que quand ils sont pas de Paris, on les aide à rester sur Paris, parce que ça coûte cher, évidemment. Mais moi qui étais de région parisienne, je venais tous les jours, que ce soit en métro, en vélo, en trottinette, ça a changé selon les fois. Et on arrive à un certain horaire et on a généralement 1h à 1h30 d'avance par rapport au tournage. Et nous, les maîtres de midi, on a un endroit c'est notre loge, quoi. C'est un peu le privilège, le vrai privilège d'être au tournage là-bas. Donc on s'installe, on récupère les affaires parce qu'il faut ramener évidemment beaucoup de vêtements, puisqu'on tourne beaucoup et souvent sur des sessions qui sont assez longues. Et ensuite, bah voilà, on se prépare, habillage, maquillage, coiffure, comme tous les candidats, et on descend sur le plateau. Puis c'est des vraies conditions parce qu'il parle de HMC, habillage, maquillage, coiffure. C'est pas forcément comme dans un film, mais pour vous dire, l'univers de la télévision, c'est fort parce que on peut tourner entre 3 et 4 semaines d'affilée. Dans une semaine, on peut faire peut-être une trentaine d'émissions, c'est colossal. Je sais qu'Emilien, il a eu des alternances, des fois c'était 5, des fois c'était même 6 émissions par jour. C'est un rythme que j'aurais vraiment pas tenu parce que 6, je pense qu'au bout d'un moment, le cerveau ne marche plus, quoi. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir un système très strict avec 5 émissions par jour à chaque fois. Donc évidemment, à la 5e, on finit toujours par dire des bêtises. Ouais. Et après, évidemment, les gens voient les bêtises et se disent mais comment on peut dire des choses pareilles. C'est aussi une affaire de déconcentration parce que c'est un rythme qu'il faut apprendre à prendre. Et ça prend du temps. Alors, une chose sur laquelle on va venir maintenant, c'est comment. Donc on a vu comment tu arrives sur le tournage, tu te prépares et tout, tu te changes entre les émissions. Mais l'émission, comment elle se déroule? D'abord, il y a le générique, Jean-Luc il arrive, il y a le maître du midi qui est avec son étoile, ce fameux trophée que tu as. Et là vient la première manche, c'est le coup d'envoi. Le coup d'envoi, pareil, vu que le rythme a alterné, sur les premières émissions que j'ai faites, c'était moi qui prenais la première question, et ensuite c'est moi qui ai pris la dernière question. Donc pareil, le rythme est différent, et puis par contre, on peut aussi laisser les candidats descendre les uns les autres, chacun répond à une question, puis l'autre descend, ou alors on les laisse tous descendre, et ensuite ils répondent chacun à leur tour. Enfin, ça n'a jamais été... pour moi, le coup d'envoi, c'est avant tout l'occasion d'apprendre à connaître les candidats, parce qu'effectivement, j'ai pas trop le temps de les voir avant. Donc, vu que c'est le moment où ils présentent leur famille, où ils racontent leurs histoires,
c'est un moment intéressant aussi pour vraiment la sociabilité de l'émission, quoi. Ok, donc on fait un tour, chaque candidat répond à une question, il y a deux possibilités. Soit on répond juste, on reste au vert, soit on passe à l'orange. Deuxième tour, on peut passer au rouge. Là vient le moment du duel. Qui dit rouge dit duel. Et là, quatre possibilités, une question. La personne qui a été prise en duel doit répondre. Si elle répond juste, bien sûr, elle se retrouve à être. Elle continue dans le jeu. Si elle perd, c'est l'autre personne qui prend sa cagnotte, parce qu'au début, chaque personne a la même somme. Et puis là, vient la deuxième manche, le coup par coup. Là, on a 7 questions. On a une question avec 7 possibilités, dont une qui est fausse. C'est pareil, on tombe à l'orange, on tombe au rouge. C'est quasiment la même chose, mais pas avec les mêmes questions, pas la même forme. Ensuite, qui dit rouge dit duel. Jean-Luc aime bien mettre la pub à ce moment-là parce que ça met le suspense. Et après vient le moment du coup fatal. Et tu peux vraiment trouver ça honorable de ta part parce que tu as vécu deux formes de coup fatal. Ouais. D'abord le coup fatal où question. Le premier qui a 0, c'est l'autre qui devient ou qui reste maître de midi. Et après, il a 5 questions à répondre. S'il répond juste sur les 5, Et là, ça devient le coup de maître. Ouais. Par contre, et c'est là où c'est intéressant, c'est que toi, tu as testé la nouvelle formule du coup fatal. La nouvelle formule est arrivée pendant le mois de décembre et elle est arrivée avec un palier à 50 000 aussi. Le palier qui est parti après les fêtes. Et cette formule-là, moi je ne savais pas exactement quoi en penser parce qu'effectivement c'était un gros changement par rapport à la formule qui datait de 15 ans. Et je ne l'ai pas mal vécu du tout, c'était encore plus accentué, le côté collaboratif. Moi ça m'a posé aucun souci et d'ailleurs j'ai eu des très belles victoires aussi au coup fatal grâce à ça. Et des très beaux moments même de divertissement, je trouve. Moi je me suis beaucoup amusé de cette façon-là. Et le changement de coup de maître à cette nouvelle formule du coup fatal m'a jamais vraiment. J'ai été frustré les fois où les gens répondaient. Il y a eu quelques fois où des gens ont répondu des grosses bêtises, mais ça, c'est l'effet du stress et c'est pour ça aussi que j'ai continué. Pas mal de gens me disaient, mais ça sert à rien d'encourager l'autre. De toute façon, c'est l'arbitraire des questions, on peut rien faire. Et non, si on n'encourage pas la personne en face, elle est très vite stressée par la situation et aussi, et là je fais des phrases trop longues, mais et aussi beaucoup de gens sont venus en coup fatal en se disant il faut que je l'aide, c'est-à-dire moi en l'occurrence le maître de midi, il faut que je l'aide à avoir une bonne cagnotte. Et puis vient le moment de l'étoile mystérieuse. Alors là, cette manche-là, où j'en suis fan personnellement, c'est vraiment la phase ultime. Mais concrètement, comment ça marche? Comment ça marche? On a une image, t'as un exemple juste là, profitons-en. C'est une image qui est une somme d'indices. Au tout début de l'étoile mystérieuse, c'était une image d'une personne dans un endroit un peu, qui soit pas simple à reconnaître au tout début, mais c'était à chaque fois une personnalité. Et entre-temps, ils ont changé un peu la formule, c'est une sorte de photo avec une somme d'indices. Bon là, visiblement, c'est celle que tu avais faite pour Jean-Luc Reichmann. Donc par exemple, là, il y a Toulouse, il y a l'escalier d'attention à la marche, il y a les euros, il y a je vois Canal+, je vois l'horloge de midi. Tous ces indices-là permettent de découvrir une personnalité et c'est une sorte de mosaïque de recouverte au-dessus de l'image. Et ensuite, au fur et à mesure des bonnes réponses, des petits carrés se retirent. Et c'est le plus important par rapport au coup fatal, c'est de se dire que maintenant qu'il y a cette nouvelle formule, chaque palier atteint enlève une case. C'est ça. Donc c'est ça qui est fort, ça fait quand même 5 cases. Bon, il y a la case offerte à chaque fois, pour Jean-Luc qui dit toujours que c'est un prétexte par rapport à l'étoile pour que la personne en face de Cyprien ou de la personne maintenant, parce que on va y venir, mais à partir de demain c'est fini, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, depuis aujourd'hui en plus. Mais de toute façon, honnêtement, il y avait plusieurs stratégies. Moi, je sais que par exemple, Céline a été super forte pour deviner les étoiles mystérieuses. Elle avait deviné une fois Zac Efron. Enfin, c'était remarquable. J'ai jamais été un grand prodige des étoiles mystérieuses. Ma technique, ça a souvent été d'attendre ou le dernier indice, ou juste de la laisser se découvrir, quoi. Alors, t'es assez modeste. Parce que concrètement, bon alors je vous avoue que Cyprien n'a pas forcément eu de chance parce que des fois tu étais frustré parce que tu voyais l'étoile comme avec ta dernière, c'est bien ça. Exactement. Si je ne me trompe pas, tu as eu ton étoile, tu as pu voir cette étoile qui a quelques indices pour l'instant, celle d'aujourd'hui, le 19 avril, mais celle d'avant qui était Julia Roberts. Et ben il y a Julia Roberts et quelques-unes où tu t'es dit tiens, j'ai le nom mais je peux pas proposer. C'est comme ça. Par contre, je peux vous dire qu'au mois de décembre, là on va en parler, c'est vraiment quelque chose qui reste dans ma tête, c'est Rafael Nadal. Alors là tu nous fais le coup de maître, tu as accès à l'étoile, tu vois un fond vert,
Alors, je vois un bout de ciel et le haut des arbres. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que à ce moment-là, ça fait tout pile 3 mois que je suis dans l'émission. Donc, je sais que le fond est un indice très lointain. Donc, je me dis, en fait, je ne me préoccupe pas du fond, honnêtement. Par contre, je pense aux étoiles, parce que ça m'arrive de traîner justement sur les risques de l'émission. Et je pense à cette étoile de Fernando Alonso qu'avait eu Emilien, qui était un moment assez étonnant parce que l'étoile était justement complètement découverte et il ne savait pas qui c'était. Donc c'est un moment qui était assez marquant. Et je pense à ça et je me dis, tiens, j'ai pas eu de sportif pour l'instant. Premier élément. Deuxième élément, il y a une alternance homme-femme, généralement. Deuxième élément. Troisième élément, Fernando Alonso est un espagnol. Qu'est-ce qu'il y a comme sportif espagnol? L'un dans l'autre, ça fait Rafael Nadal. Et donc, finalement, ça va très vite dans ma tête à ce moment-là, parce qu'on a 12 secondes, mais je me dis, Rafael Nadal. Parce que il n'y a pas de raison que ce soit Rafael Nadal. C'est juste, j'ai fait un chouïa de raisonnement dans ma tête, et je me suis dit, c'est marrant, Rafael Nadal. Et puis justement, t'as dit que c'était marrant, mais justement, t'as fait une petite blague et j'ai dit oui, j'en connais un petit peu. Oui, dans la feuille du haut, mais parce que avec Jean-Luc à ce moment-là déjà, je le vois me regarder un peu, il a genre Rafael Nadal. Et je fais, oui, c'était évident quoi. Et je me souviens très bien de cette émission-là parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes, parce qu'évidemment les équipes de production se mettent au courant au fur et à mesure, étoile gagnée, étoile perdue. Donc là, je pense que c'était un peu la panique. Ça m'a fait beaucoup rire parce que je connais bien les gens qui gèrent les cadeaux et ils m'ont raconté que c'était la panique. Mais c'est pour ça que ma réaction au tout début, c'est surtout le choc. Et puis Jean-Luc qui dit est-ce Rafael Nadal qui est dans l'étoile? Et là, tu réalises pas. Non, bien sûr que non. Et puis il y a le fameux le roulement de théâtre. Puis t'as le public qui attend comme ça. Et puis plus c'est long, plus tu commences à te dire mais non mais il se moque de moi. Oui, parce que du coup quand t'es dans l'émission, quand t'es dans le public ou même ailleurs, tu sens le oui, tu sens la tension, bien sûr. Mais quand t'es à la télé, moi je me rappelle encore, parce que du coup je l'ai vu en tant que téléspectateur, mais t'as la caméra qui te fait un travelling vers l'étoile, et là tu te dis mais allez, et là t'entends et là dès que t'entends la musique tu dis ah ça y est ouais. Mais non. Et la musique part généralement 1 ou 2 secondes avant la découverte de l'étoile. Donc c'est vrai que la musique elle-même devient l'indice de... Enfin c'est assez fort. Mais c'est surtout que ça te pousse, ça te dit... C'est ça. Ah, tu vois, c'est comme si tu tombes en arrière, c'est waouh, c'est le truc qui te donne vraiment... Tu te dis, en fait c'était une vanne, moi j'étais là pour plaisanter, c'était pas un vrai truc. Exactement, et puis ça elle est arrivée tellement vite, c'était... vu qu'on en tourne 5 par jour, c'était le lendemain de la précédente étoile. Et j'avoue que c'est peut-être le moment le plus fort que j'ai vécu toute l'émission, parce que c'est vrai que moi, j'ai fondu en larmes plusieurs fois, notamment aujourd'hui. Et puis on voyait même des personnes dans le public pleurer, et Jean-Luc il s'essuyait les yeux, toi t'étais par terre, tu pleurais. Et le caméraman, si je retrouve le caméraman, c'est de filmer, et Vince qui est devant toi, et toi tu pleures, tu regardes la caméra, tu regardes, mais arrête de me filmer, je peux pleurer, Non, Vince en plus il est génial, il est adorable, d'ailleurs il fait beaucoup Koh-Lanta, c'est une des belles rencontres aussi de l'équipe de production, j'ai pas pu le voir avant de partir, j'étais un peu triste, mais bon. Et Vince, effectivement, il est arrivé avec sa caméra portable comme ça, je le vois arriver, je fais non mais c'est pas possible. Parce que je sais, personne n'est beau, je connais peu de gens qui sont beaux quand ils pleurent, mais moi là je le savais que je serais vraiment pas beau, et je le vois et je fais oh. Alors, et évidemment, vu que la réalisation se fait en direct pour le coup par rapport au tournage de l'émission, et ils ont eu ce point-là, ils se sont dit on y va, et moi j'en ai ça, non, arrêtez. Je sais pas le nombre de fois où t'as fait peur au public, à Jean-Luc, à la prod et même à moi, à chaque fois tu descends les escaliers et puis là tu dis non, les 3 dernières marches je m'en fous complètement. Exactement. Je vais les sauter, mais à une vitesse. Je me suis toujours dit, c'est toujours la blague que j'ai fait au public avant de partir. Je dis, vous savez quoi, je vais sauter. Parce que effectivement les marches sont comme ça, mais un mec qui serait très agile, je pense, pourrait sauter de la plateforme en haut, ça fait 3 mètres. Hop, s'il se prend pas la tête dans la caméra qui tourne, ça peut se faire. Mais déjà je suis pas très agile. Et ensuite, j'ai jamais eu le courage de le faire parce que je me vois pas me fouler la cheville et ensuite répondre à des questions. Ouais, voilà. Ça se comprend. Alors, tant qu'on parle de la prod, du coup, avant de faire la prochaine partie, j'ai 2 messages. Cette semaine,
Du coup, là, on est en train de faire le tournage pour l'interview. Mais cette semaine, j'ai quand même tourné une bonne partie des émissions et j'ai pu demander à 2 personnes de la prod que tu as vu pas mal de fois, je pense. D'abord, c'est un des chauffeurs de salle, Bruno. J'ai demandé la même chose pour les deux. Alors, d'abord pour Bruno, j'ai demandé qualité et défaut. Qu'est-ce qu'il a pu dire comme défaut? Il a dit aucun, parce qu'il a dit qu'il se calme jamais ses défauts. Ça doit... En qualité, Bruno, il a dit qu'il y avait l'élégance, le respect et l'altruisme. Et que c'était un garçon qui est extrêmement attentionné. C'est adorable. C'est adorable. Mais Bruno, c'est... J'allais dire Bruno, parce que c'est une blague que j'en fais tout le temps. Bruno, c'est effectivement c'est un des 2 chauffeurs de salle avec Louis. En tout cas, c'est arrivé même à Melinda de faire... parce que les gens de l'équipe tournent des fois par rapport au fait de chauffer des salles. Et Bruno, c'est sans doute la personne que j'ai le plus vue. Et c'est hyper important dans le rituel d'arriver sur le plateau, il faut serrer la main à Bruno, parce que Bruno, il passe ses journées à garder le public, c'est un boulot qui demande beaucoup d'énergie. Et moi, j'ai été super content de pouvoir partager un peu de cette aventure avec Bruno, et de même avec Louis. Alors Louis, c'est encore plus émotionnel, parce que Louis, il a fait ma première et ma dernière. Donc c'était très, très émouvant pour moi que la boucle soit bouclée. Mais Bruno, ça a été super important. Et puis lui aussi, c'est quand même un monsieur qui est très respectueux, qui aime bien le travail bien fait. Et c'est hyper agréable à voir, des gens qui aiment ce qu'ils font. Et du coup, en parlant de prod, la deuxième personne, c'est quelqu'un... Je le sens arriver. T'as demandé à Maxime? Ouais. Bah oui, évidemment. Oui, évidemment. Bah oui, je comprends. Maxime, il va dire que je suis trop en retard. Il faut savoir que dans l'émission, il y a Jean-Luc, il y a le public, il y a les candidats, il y a 2 équipes au niveau de la production. Il y a ceux qui s'occupent du public, parce que c'est important de dire tiens, telle personne se met là, telle personne se met là, en fonction des goûts, des couleurs et tout ça. Et puis il y a l'équipe de la production. Il y a des personnes qui vont dire ça tourne aussi, il y a des personnes qui vont dire ok, toi tu vas te mettre là, dès que tu descends, il y a le public et tout. Mais il y a quelqu'un qui s'occupe des maîtres de midi. Oui. C'est Maxime. À l'intérieur de ceux qui s'occupent des candidats, généralement les équipes tournent parce que 5 émissions par jour, t'es pas obligé d'avoir 5 personnes, tout ça. Et Maxime, pendant tout mon parcours, a été chargé effectivement de me dire va faire ci, va faire ça, il faut qu'on fasse ci, on a besoin de ça, est-ce que tu ramènes quelqu'un, si oui, envoie-le à telle personne, tout ça. Et alors, Maxime, du coup, en avantage, Maxime, il va dire n'importe quoi. Il a dit qu'il y avait l'humour. Ah, c'est adorable. En compliment. Et en inconvénient, il a dit la ponctualité. J'en étais sûr. Est-ce que tu peux J'en nous étais sûr, expliquer, parce que du coup Maxime m'a dit ça, je me suis dit attends, comment ça se fait, il est en retard alors que l'émission est à 11h50 hein. Alors oui, déjà, Maxime il est déjà c'est un très gentil personnage, même si j'aime bien dire que c'est une ordure. Et de même, il dira que je suis une ordure aussi. Mais là, il est finalement très poli dans la réponse qu'il donne. Non, sur l'humour, c'est surtout que c'est quelqu'un qui est très très drôle et qui est très très relâché aussi. Il parlait de toi. Hein. Non, bien sûr, mais je me permets de lui faire la critique aussi. Par rapport au retard, là je devrais devenir sérieux. Par rapport au retard, c'est juste que sur les dernières émissions, enfin, j'en ai parlé plusieurs fois à l'antenne, je prenais mes cours juste avant d'arriver au plateau. Tu pourras nous parler aussi de tes cours. Ça, j'en doute pas. Mais vu que je prenais mes cours juste avant, et que mes cours parfois ils étaient au milieu de Paris, parfois de l'autre côté de Paris, il y avait des trucs à Aubervilliers, c'était simple, mais des trucs qui n'étaient pas du tout à Aubervilliers. Des fois je finissais un cours à 11h, alors que je devais normalement être au plateau à 10h30. Donc effectivement, il y a eu des fois où je suis arrivé un peu en catastrophe, et où tout s'est préparé très très vite, mais j'ai toujours essayé de prévenir tôt. Donc je l'ai pas toujours fait, mais j'ai toujours essayé de prévenir en avance. Et Maxime aussi a été très élégant parce qu'il comprenait les motifs. Donc évidemment il dit ça parce que ça m'embête et parce que maintenant j'estime que Maxime c'est devenu un pote. Mais oui, j'avoue, mettez-moi en prison. Je prenais des cours, j'avais une bonne excuse et j'étais en retard. Ok. Alors, une dernière personne qui est en face de nous dans la caméra, Léo. Léo qui va nous rejoindre, mais dans un instant, on va juste écouter ce qu'il nous a dit parce qu'il y avait un monde où il ne pouvait pas forcément venir ce matin. Tu vas peut-être réagir, et en plus, ce qui est super, c'est que du coup, tu vas l'entendre et tu pourras répondre directement face à la personne. Ouais. Cyprien,
un petit message frérot, tu sais très bien ce que je pense de toi. Voilà, ça fait 8 mois, on a partagé des moments de ouf. Hein. T'as rencontré ma famille, j'ai rencontré la tienne. T'es venu à la maison, j'ai pu venir chez toi. On a fait une boîte de nuit ensemble qui était magnifique. C'était très drôle avec ma copine, c'était trop bien. Et on a partagé du coup plein de moments, mon anniversaire. Donc voilà, aujourd'hui, t'es plus qu'une connaissance que j'ai rencontrée sur un plateau télé. T'es devenu forcément la famille et dans mes amis, ça fait trop plaisir. Et je suis très heureux pour tout ce qui t'est arrivé, pour l'émission, pour aujourd'hui, le parcours que t'as fait. Et j'espère que du coup, tout ça, ça te permettra d'évoluer dans ton domaine de la musique, pouvoir financer tes projets et surtout pouvoir voir encore plus grand. Mais j'en suis sûr que tu y arriveras et je suis très très fier de toi. Félicitations encore. Il était très tard. Il était très tard pour Il est le monsieur. Non, Ah là là. il était assez tard. Mais c'est les émotions qui parlent. tu connais. Oui, c'est des émotions, ça. C'est quand même fou parce que les deux personnes que vous voyez là ont quand même partagé pas mal d'émissions ensemble, même si c'était pas dans le même cadre. On a dû On en fait faire une vingtaine quasiment. ouais, 15-20, un truc comme ça. Ouais, c'était beaucoup. On a fait beaucoup de tournages. Entre celle en visio, celle en présentiel. En vrai, je pense qu'on a fait quasiment une vingtaine. Hein. On est proche des 20. ouais. Oui. On Parce est qu'en proche plus, des ça va très vite quand on est sur un plateau. Ouais, bah, T'es venu trois fois. je suis venu grâce à toi 3 fois. Ouais, bah 3 fois, j'ai dû faire 2-3 fois visio, plus mon Ouais, passage. Donc, ouais, ouais, bah, on est proche des 20. Ouais. Alors, tant que tu es là, du coup, on va en profiter pour te garder un petit peu, au moins pour la prochaine partie, parce qu'il y a une chose qui est dans le jeu, c'est les questions, mais aussi la musique. La musique, c'était vraiment au centre de toutes les émissions. Et franchement, je peux vous dire, je suis fan de tout ce qui est musique contemporaine, mais j'ai appris pas mal de choses avec la musique classique, et tu vas nous en parler déjà. On sait que la musique est très importante pour toi, mais comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Oh là, tu me demandes. Là, c'est des questions beaucoup plus, beaucoup plus difficiles. Ça a commencé comme tout le monde, parce qu'on entend de la musique partout. Mes parents avaient des CD comme tout le monde, on en écoutait dans la voiture, voilà. Et comment ça a commencé? Si, quand j'étais tout petit, à la médiathèque de ma petite ville, dans Val-de-Marne, on empruntait plein de trucs, et il y avait des livres audio avec des CD sur les compositeurs de musique classique. Donc que ce soit Mozart, que ce soit Bach, c'était des trucs avec des petits dessins, des trucs vraiment faits pour les tout petits. Et très vite, j'ai beaucoup aimé. Et quand j'ai commencé le violon, j'avais 5 ans. Moi, au départ, je voulais faire de la guitare. Mais la guitare, ça commençait à 6 ans, donc j'ai fait du violon. Et très vite après, j'ai fait du piano. Et en fait, vu que j'étais dans un endroit, dans une école primaire qui était vraiment à 100 mètres de chez moi, ça se passait pas trop mal, mais ça aurait pu mieux se passer. Et je suis rapidement allé dans un autre endroit qui lui était ce qu'on appelle un horaire aménagé. C'est-à-dire, on avait cours que le matin. Et l'après-midi, on pouvait s'occuper vraiment de la musique. J'avais des camarades qui faisaient du patinage, d'autres qui faisaient de la GRS, enfin du tennis aussi, ça arrivait. En tout cas, c'était des gens des jeunes, très jeunes du coup, qui utilisaient leurs après-midi pour faire leur passion et leur futur métier en fait. Et j'ai eu la chance de faire ça très tôt, j'ai fait ça à peu près jusqu'au bac. Et voilà, en fait, quand on est entouré de gens qui sont très forts, qui sont très dévoués, qui savent ce que c'est que travailler, moi je trouve que mon mérite il est quand même assez tempéré quoi. Alors, c'est l'entourage qui était super important. une chose qui a peut-être montré aux spectateurs que c'était pas forcément la musique en tant que telle que tu étais fan, mais plutôt la musique classique. Et là j'ai besoin des deux. C'est pour ça que tu es aussi là. C'est Très peur de ce que tu vas me demander. C'est bon, pour se cacher, du coup, toi, c'est la musique classique. Très peu dans la musique contemporaine. Toi, j'ai vu ce que tu faisais un petit peu, Léo, c'est plus dans la musique contemporaine. C'est quand même fou parce que vous avez réussi à créer des liens grâce à l'émission, mais du coup, toi, tu as dû bien aimer ses goûts musicaux et inversement, je pense. Je t'ai fait découvrir des sacrés trucs. Hein, Bah, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés à regarder Triangle des Bermudes, quoi. C'est ça. Et, mais en vrai, il y a une phrase hyper importante dans ma vie que je répète à tout le monde. C'est Tarantino qui parle des films et il dit il y a deux types de gens. Il y a les gens qui aiment les films et il y a les gens qui aiment les films qu'ils aiment. Et si tu changes les films par la musique, il y a des gens qui aiment la musique. Moi, je pense que j'aime la musique. Il y a des gens qui aiment juste le style qu'ils aiment. Et je trouve que ce serait trop bête de ne pas écouter Triangle des Bermudes parce que juste j'aime bien Beethoven, tu vois. Mais justement, Beethoven, Beethoven est mort depuis longtemps. Les musiques, il n'y a quasiment plus personne qui Et Michael Jackson aussi. Ça. Bah après, il y a eu le film. Non, justement,
il sort la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Donc en vrai, c'est. Il est encore là, mais c'est vrai que Beethoven et Michael Jackson, c'est déjà deux styles différents et ça fait déjà plaisir de vous voir parce que même si vous avez des goûts musicaux différents, vous avez réussi à jumeler tout ça. Mais après, tu sais, dans nos soirées, même nous qui faisons de la musique classique, on écoute du Jul à tarpin le son, tu vois. C'est très C'est vrai que important. ça fait bizarre à réaliser, mais c'est Bah oui, possible. oui, c'est comme. Par contre, on t'a jamais vu dans cette de Joule. Voilà. Faudra me payer. Voilà. Faudra me payer ou me faire boire. Mais non, c'est pas prévu pour aujourd'hui. Voilà, mais en tout cas, je suis ravi de voir que finalement, on est trois jeunes, avec des goûts musicaux différents, et on arrive quand même à se compléter. Même moi qui ne suis pas forcément, on passe pas nos journées ensemble, là on se voit juste pour l'interview, mais voilà, on a des goûts forcément musicaux différents, et c'est fort parce que c'est des choses différentes, c'est des époques qui se mélangent, qui se rassemblent, c'est dingue. Puis Léo en parlera mieux que moi, mais ce qui est beau aussi quand on crée des amitiés, c'est de voir les différences et de pouvoir en parler et découvrir aussi. Du coup, C'est exactement ça. En vrai, Cyprien et moi, on est deux profils très différents. En vrai, pour le coup, on ne vient pas du même milieu, on n'a pas fait les mêmes études, on n'a pas le même centre d'intérêt en général. Mais ce qui est intéressant, je pense, et ce que je remarque pas mal moi dans mon entourage, c'est que réellement, c'est pas parce que les gens sont différents de toi, si tu as les mêmes valeurs de base que la personne, ça peut que fonctionner, et c'est le cas de Cyprien. Et forcément, il y a eu ce contexte, on s'est rencontrés dans un jeu, donc dans quelque chose de commun, entre guillemets. Parce que dans la rue, je sais pas si on aurait pris le temps de discuter ensemble. Mais à travers ça, moi, ça m'a permis du coup de découvrir pas mal de choses. Déjà sa musique à lui, parce qu'on a pu assister à pas mal de concerts. Et lui, il a pu découvrir aussi moi, mon milieu, etc. Plus dans la vidéo, peut-être. Et Samuel qui, lui, au début, ne te parlait pas spécialement, ou je pense pas qu'il ne t'intéressait pas, mais c'est pas le milieu dans lequel tu as évolué, entre guillemets. Mais comme quoi, les différences, parfois, tu vois, ça crée des belles amitiés. c'est surtout que ça fait une brique pour l'un, une brique pour l'autre, et au lieu de dire tiens, je lève ma brique et je prends la brique de l'autre, ça fait une brique supplémentaire. C'est ça, On exactement. construit des murs. Bah voilà. Et des murs, on a fait des cathédrales, et après, ça devient des chaînes. Après, ça fait des concerts. Notre amitié. Et après, on fait des concerts dedans. Alors, justement, ça tombe bien que tu sois encore là, et puis après, je resterai avec Cyprien par rapport au reste, mais au niveau de la musique, c'est vrai que, bon, tu parles de la musique classique, mais il y a surtout quelque chose de très important pour toi, ouais. c'est la direction artistique et surtout musicale. Tu vas nous parler de ta vocation de chef d'orchestre. Du coup, je vais te demander pourquoi chef d'orchestre précisément, qu'est-ce qui te fascine dans ce rôle? Est-ce que c'est une vocation ou plutôt une évidence avec le temps? Et en bonus, est-ce que tu peux nous donner juste 2-3 petits conseils comme ça, de chef d'orchestre? En plus, j'ai vu que tu avais 2-3 trucs avec nous. Oui, c'est vrai. Pourquoi la direction? Parce que quand j'étais tout petit et que j'écoutais des albums, je battais des bras. Parce que le rôle du chef d'orchestre pour les gosses, il est c'est intimidant. C'est quelqu'un qui est très classe, très bien habillé en tout cas. Et c'est quelqu'un qui a un charisme qu'on n'explique pas. Parce qu'il dit rien, et pourtant, avec les bras, visiblement, il réussit à motiver 50, 60, 100 personnes. Donc c'est un rôle qui attise la curiosité quand on est tout petit. Et moi, plus personnellement, je me suis rendu compte très vite que ce que j'aimais faire, j'adore jouer surtout avec les autres. Mais ça me plaisait beaucoup d'envisager des œuvres sans nécessairement les jouer. Et le rôle du chef d'orchestre, justement, avec cette petite baguette, c'est qu'on ne crée aucun son de nous-mêmes, mais qu'on force, ou alors on propose les musiciens à créer un son d'une certaine façon. Si je dis à un violon de faire une note comme ça, c'est pas pareil que si je dis à un violon de faire une note comme ça. C'est pas pareil si je lui dis de faire ça. C'est pas pareil si je lui dis de faire ça. C'est pas pareil si je lui dis de faire ça. Il y a plein de façons d'interpréter les gestes. Et c'est ce jeu-là d'interprétation des gestes entre l'instrumentiste et le chef qui m'intéresse. Et en plus, c'est un métier qui psychologiquement est super intéressant. C'est de la gestion de gens. C'est de la gestion aussi de gens qui sont super forts à leur instrument. C'est apprendre à discuter, c'est apprendre à négocier parfois même. Et c'est quelque chose que j'adore faire. Vraiment. Et puis c'est le meilleur poste. C'est-à-dire que tu écoutes de la musique que t'aimes, parce que généralement c'est toi qui choisis les morceaux que tu fais. Et t'écoutes et tu dis, ah tiens, j'aimerais bien entendre un peu plus le basson là. Enfin, c'est magnifique, quoi. Et j'ai la chance de pouvoir le faire avec des musiciens que j'estime beaucoup et qui sont super forts. Ils me font l'honneur de me faire confiance. Et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Alors, je t'avoue que j'ai 2-3 notions de base dans la musique, mais c'est vrai que quand je vois ce livre,
avec cette page-là. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, expliquer, même à Léo, je pense que Léo, tu as dû lui expliquer, mais expliquer à... Raconte-moi une histoire. Non, voilà. Pour vous dire ça, là j'ai pris Beethoven parce que je l'avais dans mon sac. On est sur le deuxième mouvement, vous voyez, c'est écrit en chiffres romains ici. Là, on a les instruments qui jouent. D'habitude, on les écrit en italien parce que c'est la tradition. Beethoven était allemand, mais à l'époque, on écrivait tout en italien. De flûte, de hautbois, de clarinette, de fagotti, ça veut dire basson, de cor, violon, alto, violoncelle et contrebasse. Donc tout ça est organisé comme ça, ce qui fait que, tu vois, quand tous les instruments ne jouent pas, on rappelle ici avec une petite abréviation. Par exemple, les flûtes ne jouent pas pendant tout le début, et vu que les clarinettes jouent, on les a mis ici, donc on peut faire des versions un peu réduites. Et ensuite, ça avance comme ça. Tac, 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 tac. Quand on arrive ici, on passe à la page suivante. Donc là, pareil, il n'y a que violon, alto, violoncelle. Il y a un petit trait pour signifier qu'on est sur une première partie, puis une deuxième, puis une troisième. Et l'objectif pour nous, c'est de réussir à anticiper ce qui va se passer. Par exemple, là, je me suis marqué clarinette et basson parce que je sais que je dois leur faire un signe. Parce que si je leur fais pas de signe, ils peuvent pas respirer. C'est des instruments avant, donc ils peuvent pas faire poum poum. Et moi, je veux pouvoir leur dire, avant qu'ils fassent le moindre son, comment j'ai envie que leur poum poum il sonne. Donc, ou bien je fais poum poum, ou bien je fais pam pam, ou bien je fais pam pam. C'est très dans le... Il n'y a pas que les mains, parce qu'on a tendance à croire que le chef d'orchestre, il bouge les mains comme ça, mais du coup, il y a le faciès, il y a le... Tout est dans le geste. Il y a les épaules. Exactement. J'imagine pas les épaules et le dos qui travaillent. Bah, c'est-à-dire, vraiment, si je fais un geste comme ça, uniquement avec les mains, si je fais un geste avec les épaules, ça n'a pas du tout le même sens. Et plus on apprend le métier de chef d'orchestre, plus on apprend que le moindre détail compte. Et c'est hyper intéressant. C'est quand tu es avec des musiciens qui sont excellents, si tu bouges le petit doigt un peu plus haut, sans doute que le son sera un petit peu plus différent que si tu le gardes tout en bas. T'en penses quoi Alors, Parce que je t'avoue que c'est vrai que c'est toi qui n'es pas mon forcément premier dans le élève. même... moi j'ai fait du solfège, donc je me suis arrêté à la base de base. Qu'est-ce que j'en pense? C'est très compliqué. Hein. Je me suis arrêté au basique, voilà, c'est tout. Et mais en vrai, moi je suis son premier fan en fait. Hein, quand je le vois faire, c'est hyper drôle parce que je comprends rien, mais en même temps, bon, je sais que ça a du sens et je comprends pourquoi il le fait. Et franchement, c'est admirable, hein, j'ai envie de te dire. Et du coup, dernière chose, après on passe à la partie d'après, mais dans l'émission, j'ai souvent remarqué que je pense que tu vas venir, tu vas sentir la transition venir. Tu vas sourire, tu vas parler des meufs. Non, Ah non, d'accord. non, on parlera pas du Toi, sujet t'as chaud, quoi. sensible. T'as chaud, quoi. On va pas parler du sujet sensible comme Ah oui. c'était Océane, Orlan, je sais plus. Oh oui, non, trop. Une par émission, dès Ah, qu'il mon Dieu, non, mais ça c'est Jean-Luc. c'est assez drôle. Juste une petite parenthèse, mais il y a une émission où tu nous as fait le séducteur. Vierge. Ouais, le séducteur, vierge, ok, mais je parlais du signe astrologique. Non, c'était de la très mauvaise séduction. J'ai joué un très mauvais football. C'est Mais un comme très ça. bon dragueur. Non, C'est un très bon dragueur. Non, très mauvais footballeur. Bon, je vous laisserai trancher qui a tort, je ne me mouille pas là-dedans. Et cela ne nous. Regarde pas. Mais regardez comme l'avant-dernière émission, les gars, j'ai lancé un petit pic. Soyez là. Voilà. Moi, j'ai un C'était cette semaine de. Avec des amis. C'était il y a 2 jours. C'était. C'était il y a 2 jours. C'était avant-hier. Ouais, Donc c'est ça. Oui. On va justement, oui, il faudra qu'on parle de cette dernière aussi, mais alors, je reviens sur mon sujet. Dans l'émission, tu as beaucoup de fois entendu. On t'a pas mal. Dans l'émission, pas mal d'émissions, on t'a entendu faire la voix de Bourvil. Je sais pas si tu te rappelles. S'il te plaît, fais-le. Non, alors, si je peux mettre un peu de contexte. Le contexte, c'est que des fois, dans des interactions avec Jean-Luc, on discute et je fais oh bah c'est sympa. Et elle fait oh bah c'est sympa parce qu'il m'imite et il m'imite en train de faire Bourvil. T'as Et- des imitations ou pas de... Non, mais c'est pas moi qui l'imite, c'est lui. Et il le fait aussi parce que la première fois qu'on a parlé de chef d'orchestre, il a imité Louis de Funès dans La Grande Vadrouille, donc je pense qu'il a fait le lien tout seul. Donc ça, je pense que c'est de la faute de Jean-Luc. Mais maintenant, c'est vrai, en plus, on a tourné des émissions qui seront autour de début mai. J'y repasse et c'est vrai que la voix de Bourvil revient. Et c'est hyper agréable. Mais ça c'est pas moi. Ok. Ça, c'est l'animateur. Vous demanderez à l'animateur. Il sera très content de vous en parler, mais non, c'est pas mon sujet. Ça marche. Mais du coup, je pense que t'as pré-shot ma question. C'était... on Oh, parle de j'ai musique. non Voilà. Ah oui, non, mais bien sûr. Et mais... du coup, musique, Bourvil, De Funès, chef d'orchestre. Mm. Est-ce que tu peux nous faire ton avis sur ce film? Pas forcément sur le film, mais plutôt sur le personnage qui joue. Oui.
si c'est trop joué, si c'est pas assez, s'il incarne bien. Et est-ce que tu sens que toi, t'aurais pu être vraiment le Bah De déjà, Funès? je peux te dire ce que c'est la pièce. C'est une pièce de Berlioz. C'est la marche hongroise qui est un peu un classique des orchestres français de l'époque. Et Louis de Funès joue le rôle excessif du maestro dictatorial, comme il y en avait, mais il y en a vraiment eu. Il y en a eu au début du XXe siècle, dans les années 30-40. Il y avait vraiment des gens comme ça qui hurlaient sur les musiciens et qui faisaient. C'était pas vrai, c'était très mauvais. Mais typiquement. Et il y a un mec qui s'appelait Arturo Toscanini. Il y a des enregistrements de lui qui hurlent sur les compresseurs. Qui Contrabassi, you have no ears, you have no eyes. Donc il y a des trucs comme ça. Donc nous, ça nous fait rire, mais évidemment, notre climat, c'était délétère, c'était horrible. Et on se disait, vu que c'est un chef d'orchestre qui est génial, on le laisse faire. Mais voilà, c'était une horreur. De nos jours, ça peut plus du tout se faire, déjà parce que les orchestres sont syndiqués, ce qui est une très bonne chose pour éviter ça. Et ensuite parce que le niveau des orchestres a énormément augmenté. Tu peux plus dire, mais vous écoutez pas, vous avez pas lu les notes, parce que les orchestres ont joué les pièces 10 fois plus que les chefs qui viennent les diriger. En fait. Est-ce que toi, je pense que moi, ma réponse est plutôt positive sur la question, mais est-ce que tu, pas sur le côté dictatorial, hein, bien sûr, parce que c'est comique, est-ce que tu trouves que Cyprien peut avoir un petit peu le côté comique de Funès dans les mimiques, dans sa façon de jouer, pas forcément le trop autoritaire, mais je veux dire, quand on voit De Funès dans le film en tant que chef d'orchestre, drôle, hein, pas forcément quand il s'énerve contre tout le monde, est-ce que tu peux des fois l'associer avec Cyprien? Attention, il te regarde. Hein. La réponse que tu Non, veux, mais en fait, je vois de quoi tu veux parler, mais à 50%. En fait, t'as ce côté un petit. Ah, si, t'as un petit côté quand même. Moi, mais même dans la vie de tous les jours, en vrai. Oui, on voit ce grain de malice, que ce soit maintenant ou que ce soit pendant ces 7 derniers mois, on voyait qu'il n'y avait pas juste la personne qui répond à des questions, qui doit se battre, entre guillemets, avec d'autres candidats, qui doit faire plein de choses. On voyait un petit peu cette personne, c'est comme un enfant dans une aire de jeu. On te pose dans l'aire de jeu. Excuse-moi pour la pour comparaison est super drôle. Mais vraiment, t'as le toboggan, t'as plein de trucs, et Ah oui, on te pose comme ça, et tu t'amuses. Et amuse-toi. Mais c'était hyper important de passer chaque moment sur le plateau comme si j'étais pas sur un plateau télé. Mais vraiment juste, enfin, Léo pourra m'arrêter si je me trompe, mais je pense que j'ai été sur le plateau télé à peu près comme je suis dans la vraie vie. Ah, tu l'étais tout comme. Et puis la prod a fait vraiment, je les en remercie, je sais pas s'ils vont tous voir la vidéo, mais je les en remercie parce que c'est pas commun, je crois que tu es le seul qui a eu le droit à un piano à côté de toi, et quand tu avais besoin comme ça, Cyprien, un petit morceau. Bah, c'était un piano de l'étoile, donc en plus, il faut que j'aille le chercher, le récupérer. Mais non, c'était la prod, c'est des êtres humains comme les autres, et moi je suis un être humain comme les autres aussi. Je mange, je dors, je fais tout comme tout le monde. Et juste, on a eu la chance de passer un long moment ensemble, mais on n'était pas du tout assuré que ce soit un long moment. Donc prendre chaque émission comme si c'était la dernière, faire au max, profiter, s'amuser comme on peut, et se dire au pire, si on s'amuse un peu trop. Oui, après, Ils feront du tri. Voilà, Ils feront du tri. Et si on s'amuse pas assez, par contre, tout le monde ouais, ça va. j'allais dire tout le monde s'emmerde, mais tout le monde s'ennuie. Je pense qu'une question que peuvent se poser tous les gens du monde entier, c'est où est-ce que je me sens moi-même? Dans quelle chose est-ce que je me sens moi-même? Et comment est-ce que je fais pour que ce soit l'essentiel de ma vie? Parce qu'il y a des gens qui se sentent eux-mêmes que quand ils rentrent chez eux, de leur boulot qu'ils n'aiment pas. Et ça, c'est vraiment je l'envisage vraiment comme une torture, et c'est un truc que j'aurais jamais voulu faire avant. C'est ce qui fait que je me suis lancé dans une carrière risquée, et c'est une chose que je veux encore moins faire maintenant que j'ai au moins le matelas d'essayer de faire vraiment ce que je veux, et être au piano et être au service de quelqu'un qui chante, parce que pour moi ça va vraiment être au service d'une voix, c'est essayer d'écouter, de voir ce qu'elle veut faire, si elle veut ralentir, il faut que je ralentisse, si elle veut accélérer, si elle veut me laisser faire, il faut que je prenne le relais. Enfin, c'est comme dans ces tangos, quoi. Et tous les moments que j'ai passés, que ce soit avec des gens qui n'étaient pas du tout expérimentés en musique, ou même une certaine Amélie, par exemple. Rien. Ah, rien. Rien, je te laisse continuer. Rien. Je te laisse continuer. Non, il y a les droits de veto. Je te laisse continuer. Non, mais que ce soit des gens qui chantent sous leur douche. Tu vois, je vais prendre les deux extrêmes, qui chantent sous leur douche ou alors qui sont chanteurs professionnels, ce qui est arrivé, et ce qui est par exemple le 4-7. Il faut donner le même soin aux gens. Il faut, j'ai la chance de pouvoir les accompagner sur des trucs, et l'essentiel c'est qu'eux se sentent à l'aise. Puis c'est improvisé, je veux dire, les émissions sont tournées, il y a plusieurs émissions qui sont tournées dans la même journée, ils vont pas se dire, bon bah ok, on a loupé, on recommence. C'est vraiment, l'émission commence à tel moment, et puis quitte à la tourner un peu trop, et puis on coupera certains passages, mais
il n'y a pas de deuxième fois, t'as pas de deuxième chance. Et les gens, ce qui est marrant, c'est que des fois, les gens, je suis tombé des fois sur des commentaires qui disaient que les gens ne croyaient pas que ce soit juste vraiment du direct. Donc c'était touchant, ça voulait dire qu'on l'a suffisamment bien fait pour que les gens se sont dit ah ils l'ont refait jusqu'à ce que ce soit bien. Et c'est ça la magie de l'émission, c'est que c'est pas forcément du direct, mais c'est la magie du direct. Bah en l'occurrence c'était vraiment purement du direct, hein. Il n'y a jamais eu de coupe. Oui, On m'a dit, combien de fois Jean-Luc m'a regardé et m'a dit tu sais jouer ça? Bon, ouais. Bah ouais. Bah ouais, mais parce que j'ai la chance de connaître bien le répertoire de variété aussi. Mais... Et surtout quand Jean-Luc, quand tu lui dis bah ouais, lui il dit oh bah oui, bah ça m'intéresse. Et puis on voit ce moment crescendo où tu commences la musique, bon d'accord. Et puis là tu joues les notes comme ça et ah bah wow. Moi je me rappelle de. Bon après il y a ce côté là, mais il y a aussi ce côté court. Parce qu'il y a une fois, c'était pendant l'automne, avec l'ambiance de l'automne et tout, tu avais fait du jeu d'assin. Oui, voilà. Indien, ouais. Est-ce qu'à l'avenir, tu as envie de faire ça ou pas, de donner des cours ou juste d'être dans le chef d'orchestre? Chef d'orchestre, c'est vraiment la passion principale. Mais comme j'ai des amis qui font à la fois de la direction d'orchestre et autre chose, c'est trouver le bon équilibre. Moi, en étant à la télé, j'ai découvert aussi que j'adorais parler à des gens qui ne connaissaient pas forcément ces choses-là et leur expliquer des choses que moi j'ai eu la chance d'apprendre à connaître. Et essayer de les rendre les plus intéressantes possibles, même pour des gens qui... Enfin, tu vois, exactement comme des mecs font des recettes de cuisine pendant 5 minutes et tu restes parce que en vrai c'est un peu intéressant. Et tu te dis, ah tiens, c'est marrant, il fait ça avec ça. Bah, tout comme ça, moi ça m'intéresserait peut-être de faire des petites capsules pour expliquer des morceaux du répertoire qui sont importants, pour expliquer des instruments, parce qu'il y a des instruments qui sont un peu bizarres, c'est normal. Et l'émission m'a permis de comprendre que c'est vrai que la communication même télévisuelle est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, y compris pour la musique. Donc bah, de toute façon, moi quand je suis en contrôle de rien, je ne vais pas créer une société de prod pour monter des trucs comme ça, enfin en tout cas c'est pas à l'ordre du jour. Mais j'ai découvert que c'est quelque chose qui pouvait m'intéresser, ouais. Et alors, justement, on va en parler de l'après, de ce qui s'est passé dans cette dernière partie, parce que je vous rappelle que Cyprien vient de nous quitter aujourd'hui. Bon, il fallait bien que ça arrive un jour, nous a fait 50 émissions, 100, 150, 200, 202, et alors là, tu nous as dit, ça y est, il faut que je parte. Exactement, c'était bien réfléchi pour qu'on arrive à 212, comme ça se fait les 212 coups de midi, c'est un peu marrant. Et j'ai décidé que je préférais annoncer en avance, plutôt que de faire la surprise à tout le monde, je me sentais plus à l'aise. Parce que dans ce qui nous a marqué, en tant que fan ou moins fan, il y a eu des parcours assez symboliques. Par exemple, Xavier qui nous a quittés en disant « J'ai trouvé un travail, il faut que je m'en aille » après avoir fait toute une émission. T'as Emilien qui nous a quittés, il s'est fait éliminer en coup fatal. Quasiment 2 ans de jeu quand même, c'est fort, enfin je veux dire, c'est époustouflant, quoi. Voilà. Et puis toi tu t'es dit tiens, je vais voir pour que je puisse partir, parce que la musique ça reste quand même assez important. Et là il y a eu un décompte, j'ai moins 10, j'ai moins 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'était hier, aujourd'hui c'était le jour J, puis les larmes. Alors mais ça, bah, je commence à avoir fait le tour des larmes sur le plateau, hein. Je crois que j'ai pleuré là, ça devient rituel. Est-ce que tu aurais un mot à dire à Jean-Luc ou à Z, même si je sais que même un mot ça suffit pas? Un mot, gratitude. Simple. On a un jeune homme qui nous a quittés aujourd'hui, vous inquiétez pas, il est toujours en vie. Comme dirait Jean-Luc, il est décédé, mais il va sortir vivant. Ressuscité. Voilà. Mais en tout cas, voilà, merci d'avoir participé à cette interview et puis j'espère plein de bonheur pour la suite parce que je pense que le chef d'orchestre va quand même encore bien pratiquer. Bah oui. Tu sais, j'étais parti de l'émission avant tout pour continuer ça et pour éviter d'arriver dans l'émission en me disant ah il faudrait que je fasse autre chose, ah je suis en retard, ah, c'est horrible. Je voulais profiter de tous mes moments et donc de venir en me disant que je ne devais pas être là, c'était pas une possibilité dans ma tête. Ouais. Donc vu que je suis parti, c'est pour faire autre chose et je vais m'appliquer à faire autre chose maintenant. Et puis voilà, les téléspectateurs pourront toujours imaginer peut-être qu'à la 214e, il aurait pu se faire éliminer, à la 250e, à la 1000e, on Mais sait tout pas. comme à la 22e, j'aurais pu être éliminé. C'est ça, mais c'est comme un film en fait, on sait pas, imaginons qu'on fasse 2 films, on sait pas s'il va y avoir un 3e, comment ça va se passer, c'est toujours fou ça. Mais il y a un proverbe italien qui dit si ma grand-mère avait des roues, elle aurait été un vélo. Donc, au bout d'un moment, que je te dise, j'aurais pu en faire 12 000 aussi des émissions. On saura jamais.
Et ben on saura jamais. Mais en tout cas, merci d'avoir participé, merci. Franchement, Merci à c'est toi. top. Merci à toi. Et puis on va se retrouver très très bientôt parce que vous inquiétez pas, les 12 coups c'est une quotidienne 365 jours par an, mais il y a aussi des primes. On espère te revoir du coup au prime tous les étés, il y a le combat des maîtres, et puis il y a à Noël les 12 coups de Noël, les 12 coups de... Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de déclinaisons en format prime time, donc je pense qu'on va te revoir très très vite. On verra bien. Pour moi, j'ai juste une chose à vous dire, c'était Nico, passez une bonne matinée pour les leftos, une bonne soirée pour les couches tard. Ciao.